Au niveau des actualités, on va commencer sur un autre partenariat, cette fois avec Krill. Krill qui est historiquement une plateforme qui permet d'automatiser son trading. Voilà, c'est des gens qui faisaient du trading en crypto, du mining de crypto, qui ont créé plein d'outils pour pouvoir se brancher aux exchanges ou se brancher directement à la blockchain et automatiser des tâches. Et donc, il faut savoir que c'est une équipe qui a aussi un passé dans l'IA avant ce projet crypto et qui ont décidé de faire une espèce d'IA pour le trading et pour la crypto. Et donc, cette IA a été intégrée à Coin Academy. Alors, dans une première phase, c'est-à-dire que pour le moment, vous voyez, c'est des questions qui sont préconstruites, comme par exemple, quels sont les airdrops à venir quand je clique dessus. Alors, comme par Et hasard, du coup, ça n'a c'est pas marché. disponible de tous et c'est Ouais, en bas à droite de votre écran. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur n'importe quelle ok. page du site coinacademy.fr, vous avez en fait votre assistant IA conçu par Krill qui est disponible et qui vous permet de réaliser par exemple des résumés de n'importe quel article. Donc par exemple, si tu vas, je sais pas, sur Attends. n'importe quel article, tu peux avoir un résumé en un clin d'œil. Tu peux avoir aussi les dernières news sur les 24 heures, donc un résumé de tout ce qu'il y a, un résumé des news les plus importantes sur les 7 derniers jours, et vous avez aussi des raccourcis vers les pages les plus importantes. Et ce qui est aussi à noter, c'est que là, actuellement, c'est vraiment l'alpha de l'alpha, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment le tout début. Mais l'objectif, ça va être de rajouter, en fait, tout simplement des fonctionnalités. Donc c'est pour ça que je vous invite sincèrement à vous créer un compte sur Coin Academy pour ceux que ça intéresse, puisque, eh bien, en fait, tout ce qui va être prompt plus libre, c'est-à-dire, par exemple, demander au chatbot qu'est-ce qu'on doit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça tokenomics, qu'est-ce que je dois comprendre, mais ça pour n'importe quel projet. En fait, vous pourrez le faire avec un prompt libre. Donc, vous pourrez lui demander même n'importe quoi, hein, quel est ce concept, comment ça fonctionne, etc. Histoire de gagner beaucoup de temps. Et donc, tout ça, ce sera, je pense, d'une certaine manière réservé aux utilisateurs qui sont inscrits sur Khan Academy. À savoir, l'inscription est gratuite. Créer un compte, c'est gratuit. Ça ne vous engage en rien. Il y a pas de, on peut même pas vous débiter. Il n'y a pas de carte bleue ou quoi que ce soit. Et pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés, vous aurez toujours pas mal de fonctionnalités, mais elles seront forcément limitées d'une certaine manière pour éviter qu'il y ait trop de gens qui spamment, trop de gens qui fassent des requêtes qui ne soient pas vraiment pertinentes ou qui fassent dépenser de l'argent du côté de Khan Academy ou de Krill. Donc l'objectif, c'est de vraiment vous donner un assistant qui va vous mâcher le travail et vous permettre de comprendre pas mal de notions plus rapidement, que ce soit du côté actualité ou fonda. Et donc par exemple, si tu vas sur l'académie, n'importe quel article de l'académie, tu peux lui faire générer un résumé. Pareil pour les analyses fondamentales, tu peux y aller et tu peux lui demander un résumé. Et en fait, systématiquement, ça va te donner les données les plus importantes. Et derrière, ça va même, par exemple, t'orienter vers d'autres pages qui sont importantes par rapport à ce sujet-là, qui font partie de Khan Academy. Donc l'objectif, c'était vraiment de vous donner un assistant IA. Pas un truc débile, genre en mode IA, blablabla, c'est nul. Là, c'est vraiment le début. Mais déjà, je pense que ça vous fait gagner un temps qui est assez fou. Là, comme le monde capette, ça vous a résumé l'article en fait simplement en quelques lignes et assez rapidement. Et je pense que ça a encore plus de sens, par exemple, sur la section airdrop ou la section fonda ou même la section académie, dans lesquelles des fois vous avez des notions qui sont un peu plus compliquées. Peut-être sur du fonda. Je sais pas si tu veux montrer Ouais, sur ouais. l'onglet crypto. Je sais pas, une dernière analyse, par exemple sur Zama ou Aether ou ce que tu veux. Tu peux demander un Des fois, le résumé. chatbot se fait la malle. Je fais CTRL F5 pour qu'il revienne. On Ouais. va corriger ça, hein, les gars. Ne vous Voilà. inquiétez pas, c'est Et le là, tu peux début. lui demander un résumé de l'article. Ouais. Et ensuite, ça va te faire le résumé de l'article, fonda, etc. Avec, comme le monde capette, les choses les plus importantes de l'article. Donc, vraiment, avec ça, normalement, vous allez aller encore plus vite sur le site, comprendre les choses encore plus vite. Et c'est gratuit et c'est le début parce que voilà, on nous a fait une critique qui est légitime. C'est ouais, pour le moment, c'est que des questions préconstruites. Je peux pas lui poser de questions. Ça va arriver. Ça arrivera. Le fait de pouvoir prompter comme avec un chat GPT, mais adapté à Coin Academy, ça va arriver. Là, on commence à l'intégrer avec Krill et Et franchement, je c'est pas trouve l'initiative ChatGPT de qui fou. tourne derrière, pour être clair. En gros, c'est Krill qui a plusieurs modèles de langage de son côté et qui fait un best-of de tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Krill récupère de la donnée de Coin Academy. Donc, il récupère nos actualités, nos contenus, etc. Mais eux, ils vont les récupérer en temps réel. Tous les prix, toutes les données on-chain, enfin, toutes les données possibles liées aux crypto. Et du coup, ça va permettre d'avoir un scope assez large en termes de questions, de réponses et de qualité de réponse. Donc voilà. Donc déjà, première bonne nouvelle, on apprend que la SEC lâche Consensus, c'est-à-dire que visiblement Ethereum ne serait pas une security, hein. Tiens, tiens, tiens. On y arrive, ils l'ont pas dit, hein, mais bon, ils l'avouent un peu à demi-mot. Ils avaient cassé la tête à Consensus par rapport au développement lié à Ethereum et en fait, ils ont envoyé une lettre à Consensus, une entreprise privée qui fait des développements sur Ethereum, pour leur dire bon on vous lâche la grappe. Voilà, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce qui risque de faire une excellente jurisprudence pour Ripple aussi, qui sont en procès depuis l'année 2020. Et qui risque aussi de faire une très bonne jurisprudence pour plein de projets crypto, de blockchain en proof of stake, etc. etc. Donc
affaire à suivre et ça fait plaisir. La folie sur ça, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, du coup, la SEC avait attaqué Consensus. Et du coup, de ce fait-là, Consensus avait dit que eux, ils prévoyaient d'attaquer la SEC si jamais ils les attaquaient. Mais ils voulaient pas le faire initialement. Du coup, Consensus a attaqué la SEC suite à l'attaque de la SEC. Sauf que, du coup, la SEC a arrêté d'attaquer Consensus. Ils se sont rétractés. Mais Consensus ne s'est pas rétracté. Donc, en gros, Consensus attaque toujours la SEC concernant est-ce que Ethereum est une security ou pas. Nous, on veut quelque chose de clair. Et surtout, ils veulent que eh bien, ils arrêtent, que la ICC arrête de demander autant d'informations sur les développeurs Ethereum, sur ce qu'ils développent, en fait, ils veulent la ICC voulait un contrôle total et surtout, ils demandaient des choses qui dépassaient en fait leur travail de régulateur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on parle de développement pur et de ce qu'ils peuvent développer ou pas, à quel moment c'est un rôle avec genre, est-ce que c'est une security ou pas, ou enfin, c'est un gendarme financier, c'est pas un gendarme technologique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, la SEC, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres actions. Et ils continueront de leur casser la tête sur les. Ils se font casser la gueule. À chaque fois, ils se font casser la gueule. Ils étaient anti-ETF. On a eu tous les ETF maintenant. Ouais, bien sûr. Après, leur boulot. Security, Ethereum Security. Maintenant, Ethereum n'est plus une security globalement. Au bout d'un moment, peu importe les actions qu'ils cherchent à faire, ils se font rouler partout en fait. Après, leur objectif c'est de gagner des sous. Tu vois, Terra Luna, ils leur ont pas lâché la grappe et ils ont réussi à choper un énorme billet. Et là, s'ils arrivent à forcer Ripple à capituler et leur prendre 2 milliards, bah, ils auront gagné 2 milliards, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, comme je l'explique, moi j'écoute pas mal de ce que fait Bankless. Du coup, c'est un peu genre ce que nous on fait, mais en version américaine, avec genre beaucoup plus de réseaux et des invités vraiment de fous. Et en gros, il parlait avec un expert des ETF, etc., qui lui est globalement pas un Ethereum maxi, mais qui connaît très bien le sujet. Et lui, dans sa tête, il est en mode, bah, Ethereum va finir par ne pas être une security, mais d'une certaine manière, avec, enfin, la manière dont ça s'est lancé, etc., ça l'est un peu, quoi. C'est-à-dire que pour lui, aujourd'hui, Ethereum n'est pas une security, mais au lancement d'Ethereum ou les quelques mois, années qui ont suivi, pour lui, ça avait les caractéristiques d'une security. Bien sûr. Donc, bien sûr. Mais de toute façon, la SSL lâchera pas pour le moment. Je pense que faut pas crier victoire trop vite. Ça donne des éléments intéressants pour la suite. Quelqu'un qui a vu la même vidéo que moi, The Most Bullish Investor on Wall Street, j'ai regardé la vidéo. C'est l'avant-dernière. J'ai regardé, c'est très très intéressant. C'est un mec qui travaille dans des banques, des fonds, etc. Et qui s'est intéressé aux cryptos très tôt, qui au début s'intéressait intéressé pas trop et qui est devenu maintenant un Ethereum maxi. Et il a une approche très intéressante. Il a une approche très très intéressante. Alors ça, petit drama rigolo. Martin Shkreli, celui qui avait FUD là récemment, Ionet, qui avait FUD BitTensor, etc. Fait partie d'un petit complot. En gros, il y a un meme coin qui s'appelle DGT qui est sorti. Tu as, comment ça s'appelle, BubbleMap qui avait sorti un tweet pour dire qu'il est possible que Trump soit derrière le coin. Il y avait un gros cluster de wallet derrière le coin. Donc je pense pas qu'il disait que... Non, je pense pas qu'il disait que Trump était derrière le coin. Il était justement en mode... Faites attention à vous. Genre, il y a globalement très peu de wallets qui détiennent la majorité du supply. Et en fait, ce qui s'est révélé, c'est qu'en fait, Martin Shkreli, qui est donc la personne qui voulait faire le bet de 100 millions contre Jesser pour dire, en fait, il voulait faire un pari de 100 millions pour parier sur le fait que le coin, c'était vraiment le coin de Trump. Et en fait, ce qui a été révélé, c'est que en fait, Martin Shkreli, qui lui-même voulait parier 100 millions contre Jesser, en fait, était lui-même d'une certaine manière le créateur du coin et qu'il avait des bonnes relations avec un des fils ou le fils de Donald Trump, mais qu'au final, c'était pas vraiment le cas. Donc, encore une fumisterie, tout ça pour au final avoir un coin qui a été créé par lui-même ou des gens autour de lui et qui n'est pas du tout un coin qui a été créé par Trump. T'es sûr qu'il n'y a pas de lien avec le fils de Trump par contre? T'as bien suivi En gros, ça? Il est assez proche de lui pour essayer peut-être de le corrompre pour faire en sorte qu'il le dise, mais en réalité non. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai compris. D'accord, très bien. Et du coup, ZachXBT parlait avec Martin Shkreli et du coup, dans ses DM, il a compris que c'était lui derrière le jeton et du coup, Arkham Intel avait mis 150 000 $ de budget, un bounty pour trouver qui était le fondateur et du coup ZachXBT a obtenu ce bounty prouvant ainsi que c'était bien Martin Shkreli derrière ce fameux shitcoin qui essaie de faire passer pour le coin de Trump. En tout cas, gros drama, toujours avec ce Martin Shkreli, faut s'en méfier. Faut s'en méfier. C'est globalement comme un la fils peste, de lui, pute. Ouais, on vous laissera Google, on dit pas ça, on dit pas ça gratuitement, on vous laissera Google son nom prénom, vous allez comprendre par vous-même tout. Ensuite, on a 3IQ qui est une boîte spécialisée dans des ETF au Canada qui a fait une demande pour un ETP qui est un produit assez similaire à l'ETF pour le Solana au Canada.
Voilà, et l'idée, ce serait d'avoir un produit qui permet de s'exposer au prix du token Sol, mais aussi au rendement de staking généré par le réseau Solana. Donc, Et affaire à il suivre. faut savoir qu'ils avaient été pionniers face aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au Canada, c'était les premiers à avoir des ETF spot et futures sur Bitcoin et Ethereum de mémoire. Oui, Donc il me ils ont semble toujours aussi. été en avance sur ça. Donc est-ce que ce sera un élément déclencheur pour les États-Unis? J'en ai aucune foutue idée. Ce que je peux vous dire, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlaient d'ETF Solana, etc., et moi-même j'en parlais, mais on a eu pas mal d'informations supplémentaires, notamment au travers des experts Bloomberg, dont Eric Bulchenas, je crois, et un autre gars. Et en gros, ils expliquaient que pour qu'il y ait, enfin, une des choses qui a fait qu'on a eu un ETF Ethereum Spot, ou en tout cas qu'on va l'avoir, c'est le fait qu'il y avait des ETF futures sur ce même asset et que c'était capable de prouver qu'il n'y avait pas de manipulation de marché, ou en tout cas que les deux étaient très corrélés et que c'était carré, quoi. Le fait est qu'il n'y a pas d'ETF futures sur Solana aux US, donc il n'y a même pas de passé à ce niveau-là. Et donc, en fait, imaginez un ETF Solana aux États-Unis à court terme, a priori, c'est delusional, quoi. C'est pas du tout réaliste. Et donc, voilà. Donc, c'est un premier pas vers quelque chose, mais sûrement pas aux États-Unis pour l'instant. Et on est très, très loin d'avoir un ETF Solana aux États-Unis. Des éléments qui ont été partagés par les experts et de comment la SEC s'est comportée par rapport à toutes les demandes d'approbation d'ETF crypto jusqu'à maintenant. Et on va enchaîner maintenant sur le cas Ripple. Alors, on vous en avait parlé dans une émission précédente où Ripple, en gros, il y a une affaire entre la SEC et Ripple. La SEC qui dit qu'ils ont émis un jeton qui serait une security de manière totalement régulée pour faire de l'argent, etc. Ce qui est de bonne guerre, hein. Voilà, donc ils avaient demandé, je crois, plus de 3 milliards de dollars. Après, la demande a été baissée à 2 milliards de dollars et Ripple dit non, non, nous, on veut pas vous donner 2 milliards, on veut vous donner quelques dizaines de millions, je crois. Eh bien, la SEC refuse, du coup, cette révision à la baisse, surtout depuis ce qui s'est passé la semaine dernière où Terraform Labs, l'entreprise derrière Terra Luna, a accepté de payer une amende de 4,47 milliards de dollars. Donc là, la SEC dit, écoute mon coco, vu ce que tu as mangé avec ton Ripple, tu vas me donner ma part, à moi Tout le aussi. monde a mangé, Binance a mangé, Luna a mangé, FTX a mangé d'une certaine manière. Vous allez aussi manger, vous inquiétez pas, vous allez pas vous en sortir comme ça. Et en vrai, est-ce qu'ils ont tort? Bah non, mais c'est de la folie, parce qu'en fait, on a beau dire, ouais, Gary, c'est un clown, nanana, nanana. Il y a un fond de vérité, il y a un fond de... Déjà, il y a un fond de vérité, mais quand tu fais rentrer des milliards dans les caisses de l'État, juste en cassant les pieds à des boîtes de quelques dizaines d'employés, franchement, rentable, hein, le régulateur, hein, sa vie. Hein. Donc après, on va parler de ce produit qui a été lancé par Tether. Franchement, vous voyez, les news cette semaine sont vraiment bonnes. Du Tether, backé par du Tether, hein, c'est beau quand même. C'est ça. Alors, en gros, c'est un stablecoin synthétique. C'est-à-dire que nous, on connaît l'USDT qui est backé par des vrais dollars ou des bons du Trésor américain. Surtout Bref. des bons du Trésor américain en réalité. Voilà. Et là, en fait, l'idée, ce serait de faire un dollar synthétique qui serait backé par du vrai or. Donc, ils ont lancé une plateforme qui s'appelle Un peu comme Alloy. le dollar à l'époque, quoi. Avant ça. les traités de... Bretton Woods, de Bretton rien à Woods, voir. ouais. Ouais. Accord de Bretton Woods. En gros, on est à un étalon or où en fait, si vous voulez, ils ont un produit qui s'appelle le Tether Gold, qui est backé par du vrai or qui est stocké dans des coffres en Suisse. Donc eux, ils achètent du vrai or et après, ils émettent des Tether Gold qui sont indexés sur l'or. C'est un produit que vous pouvez acheter, hein, d'ailleurs, hein, qui fonctionne assez bien, qui a quand même une petite capitalisation. Donc ça leur permet en fait de booster déjà la volonté de s'exposer au Tether Gold, donc de ne pas rester purement sur Bitcoin, d'une part, et ça permet aussi de proposer un moyen de générer du rendement sur de l'or. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui aiment l'or, mais aujourd'hui, l'or, tu génères pas du rendement, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, ton stockage d'or, il te coûte de l'argent, parce que tu fais appel à des expertises pour garder ton or en lieu sûr. Et donc là, ça va te permettre de générer du rendement. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien, sachez que, il faut que je retrouve la page, mais il y a un frais de mint de l'ordre de 0,25%. C'est-à-dire que vous avez un collatéral, vous surcollatéralisez à hauteur de... comment on pourrait dire? Parce que il parle de 75%. Donc ça veut dire que pour par exemple 75 $ de stablecoin synthétique, il faut 100 $ d'or en gros. Donc je sais pas comment on ferait le calcul inverse, mais bref, il faut que tu aies suffisamment d'or pour pouvoir émettre ton dollar. Et quand tu crées du dollar synthétique, eux ils prennent une petite commission. Donc en fait, ils valorisent leur Tether Gold, ils prennent des commissions et ils rendent leur dollar synthétique. Du coup, il y a un prix de liquidation quand même. Ouais, il y a un prix de liquidation, tout à fait. Mais si tu surcollatéralises de fou, t'as pas ce problème de liquidation, je suppose. C'est ça, je pense. Donc je maîtrise Donc, pas trop. globalement, l'objectif c'est, aujourd'hui on a un USDT qui est backé par du dollar en banque, mais surtout des bons du Trésor américain. Maintenant, on crée un USDT bis
Sauf que Oui. d'être backé par du cash en banque ou des bons du Trésor américain, il est backé par l'or tokenisé par Tether. C'est ça. Et donc, dans l'idée, parce que moi, quand je vois ça, déjà, je trouve ça absolument extraordinaire, mais ils vont pas s'arrêter là. Je pense que déjà, il va y avoir d'autres monnaies fiduciaires synthétiques backées par de l'or. Leur plateforme Alloy, bah, ça va peut-être permettre aussi peut-être de faire des dollars backés par d'autres actifs que l'or, peut-être de l'immobilier, etc., etc. Et moi, comment je vois ça? Là, tu vois, il y a PayPal qui a sorti un stablecoin avec Paxos. On voit qu'il y a Ripple qui va arriver avec un stablecoin. En fait, ils vont essayer d'horizontaliser les business pour faire en sorte que Tether devienne un acteur incontournable de la tokenisation, en fait. Ils se prennent pour une banque centrale, en fait. C'est hyper stylé, hyper stylé. Ensuite, autre news technique, on a Risk Zero qui lance sa machine virtuelle ZK VM 1.0. Donc, il bosse avec énormément de projets. C'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, mais il y a pas mal de projets qui proposent ce qu'on appelle des ZK VM. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une machine virtuelle qui tourne avec différents langages de programmation. Très souvent, c'est du C, du C++, du Rust. Là, en l'occurrence, c'est du Rust. Et donc, l'idée, c'est tu fais ton calcul, non pas sur une VM habituelle qui tourne en surcouche d'une blockchain, etc., layer d'exécution, mes couilles. Tu fais un truc à part, totalement off-chain. Tu exécutes ton programme off-chain. Ensuite, une fois que tu l'as exécuté, tu génères une preuve ZK qui atteste que le programme a été exécuté. Et cette preuve, tu viens la stocker sur la blockchain de ton choix. Et il y a une guéguerre qui se fait entre différents projets. Donc j'essaie d'en citer quelques-uns. Tu vois, tu as ReZero, mais tu as aussi Succinct, Lita, Nexus. Franchement, il y en a plein. Je me suis noté v'là les noms. Tu vois, tu as même, dis-toi, tu as même A16Z qui a son propre truc qui s'appelle Jolt. T'as aussi Ola, ZKM, t'as v'là les projets qui font ça. Et donc, tu as une guerre qui est justement de proposer différents langages de programmation et de proposer de générer des preuves ZK de la façon la plus optimale possible. Le nerf de la guerre, c'est qui va avoir le truc le plus optimisé pour que ça te coûte pas un pognon monstre de générer ces preuves, parce qu'aujourd'hui, c'est un calcul qui est tellement dur de générer des preuves que ça te coûte un pognon monstre en infrastructure sur Amazon AWS ou Google Cloud ou autre. Et tu vois là, par exemple, il se compare à Succinct. En fait, vous voyez SP1. SP1, c'est la ZKVM de Succinct, qui est un autre projet, du coup. Et ils disent, bah regardez, nous, on est dans certains cas 37 fois, 24 fois, 21 fois, 48 fois moins cher pour faire la même chose. Et donc, la guéguerre, elle se trouve à ce niveau-là. C'est proposer différents langages. Donc, du coup, de ma compréhension, parce que encore une fois, je ne suis pas un as en la matière, mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des blockchains qui vont se spécialiser dans le stockage de preuves ZK, et tu vas avoir ces projets-là qui vont devenir des espèces d'execution layers d'une certaine façon, et du coup, ça me fait poser la question, tous ces layers 2 là, qui ont leur propre VM, type, bah, du coup, on va les citer, hein, Starknet, zkSync, Polygon Midden, etc., etc., est-ce qu'ils vont pas se prendre un énorme coup de crampon dans la gueule à cause de projets comme ça? Parce que si tu te retrouves avec des projets comme ça qui secouent en termes de performance, bah potentiellement, les vrais Layer 2, ça va être des Layer 2 qui bossent avec ça. Donc, je sais que ReZero bosse avec beaucoup de monde, donc potentiellement, tu vois, tu vas peut-être avoir du Arbitrum X ReZero, du Optimism X ReZero, mais ça va être intéressant à surveiller. De toute façon, c'est composabilité, c'est-à-dire qu'on va piocher à gauche, à droite pour avoir le meilleur de tous les mondes, quoi. PNF. Ensuite, on apprend que près de la moitié des wallets éligibles à l'airdrop zkSync ont un stand dump. Alors pour être très précis, c'est 42% des wallets qui ont dégagé 100% des jetons qu'ils ont reçus. On a ensuite 35% des wallets qui en ont dégagé partiellement et seulement 22% des wallets qui hold les jetons sur des centaines de milliers de jetons. Et c'est vrai que on s'y attendait, tu vois, on en parlait avec Abdel en off. Arrête. Non, mais en gros, moi, je m'attendais pas à prendre une calotte comme ça sur Starknet. Moi, ce à quoi je m'attendais, c'est que les gens soient déçus des airdrops. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, le truc est hype, ça va me rendre riche. Et en fait, à partir du moment où tu as des centaines de milliers de personnes qui font en plus de ça tous du Sibyl et qui s'attendent tous à être riches, ça va mal finir. Alors, tu as des gens qui ont très bien géré leur Sibyl. Tout à l'heure, tu as partagé un truc de fou malade. Attends, je l'ai noté. Le roi du Sibyl. Lui, il a fait le braquage du siècle, hein, les gars. Regardez bien. Hein. Il a mentionné zkSync, il leur a dit bon, bah, j'ai terminé de vider mes wallets, mes 350 wallets avec en moyenne 18 000 jetons par wallet. Donc le gars, il a tiré 1,2 million de dollars sur cet airdrop. Il a dit eh oh, merci les gars. Il les a complètement dépouillés.
Et ensuite, il a été hyper vocal sur comment il a fait. Il a dit j'avais une IP unique avec des cookies uniques, un cache unique pour chacun de mes wallets, des utilisations variées de RPC, donc vous savez, les serveurs qui font l'interface entre vous et la blockchain, des VPN différents hôtes. Le roi de ce Ensuite, monde, hein. j'ai codé des bots IA pour interagir et tout. J'ai essayé de créer des faux comportements comme Il a si dépensé c'était quand des même vrais 30 utilisateurs. Ethers. Il a dépensé 30 30 Ethers en Ethers fees en et frais. 21K en infra. Et après, il a dit 200 Ethers utilisés pour les Bon, il avait liquidités. déjà les moyens, hein. Donc, il a vraiment envoyé du lourd. Et il a fait un braquage de zinzin. Voilà. Et du coup, il est très content de s'inventer Après, sur les tu mets réseaux sociaux. 600K, enfin, tu mets quoi, genre 700K dollars de liquidité, 20K d'infra, tu mets genre 100K. Genre, en gros, il a littéralement mis genre 800 ou 900K, quoi, pour farmer Ouais. ça. Plus Ouais. là le temps, etc. Donc, en vrai, c'est un bon rendement, on va pas se mentir. Mais clairement, c'est pas faisable pour la majorité des gens ici, quoi. En fait, le problème de tous ces projets-là, c'est que, comme certains en parlaient, le truc, il arrive, il pop déjà une valo qui est énorme, quoi. Donc forcément, les gens se disent, mais quel est le Ils en upside peuvent sur plus, ça? les gens. Et enfin, tu sais, le truc pop à 5, 10 milliards, tu vas dire, bah, on va aller où avec ça? Et du coup, les mecs, par réflexe, dump. D'autant plus que quand on est dans une période de consolidation comme maintenant, surtout en bas de range, il y a une sorte d'incertitude qui se construit. Et par défaut, je pense que les gens préfèrent sécuriser le cash et le mettre en BTC, Ethereum ou en stablecoin, quoi, pour acheter le dip. Donc, ça m'étonne pas que ces jetons prennent, entre grands guillemets, aussi cher. Après, si on prend du recul, on a quand même des projets qui se lancent avec 4 milliards ou 6 milliards de FDV cash pistache, quoi. Donc, voilà, j'ai pas d'avis sur ces airdrops. Très franchement, j'ai pas trop fait partie de ça. J'ai pas trop farmé. Enfin, j'ai pas touché pour être honnête. Donc voilà, j'ai farmé d'autres trucs. Mais quel est votre ressenti, les potes, dans le chat? Ouais, comment vous les trouvez ces airdrops en ce moment? Est-ce que vous en pouvez plus? Est-ce que c'est pas la fin de la méta airdrop? J'aimerais bien avoir votre avis aussi. Je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est de pas utiliser 10 milliards de wallets et d'essayer de construire une sorte d'historique sur ce wallet, c'est-à-dire d'utiliser des trucs de manière organique, naturelle, normalement, quoi, et de faire plein de choses, en fait, d'aller sur la DeFi, d'aller sur plusieurs chaînes, etc. Parce que je pense que tôt ou tard, il y aura un projet qui va peut-être faire pas de système de points, ou, etc., et qui finira par juste payer ces gens-là, en fait. Ouais. Enfin, je pense que du coup, enfin, beaucoup en parlaient, mais que l'historique de ton wallet et à quel point tu as interagi avec quel volume, etc., te payera tôt ou tard par un truc un peu surprise, quoi. Donc, enfin, c'est pas un truc sur lequel il faut mettre énormément d'attente, mais je pense que c'est ça qui est peut-être le plus susceptible de te payer, peut-être par une attaque vampire d'une certaine manière. Après, je sais plus si ça se fait trop, hein, honnêtement. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.